Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet. C'est un rendez-vous tout à fait exceptionnel que je vous propose aujourd'hui, car l'homme qui nous reçoit a fondé un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Cet homme, c'est Pierre Cardin, qui en 70 ans d'activité a inventé tout autour de la planète un univers siglé à la mesure de son imagination et de son ambition. Je peux dans le monde entier, dit-il, dîner dans mes restaurants, dormir dans mes hôtels, m'habiller avec mes lignes de vêtements, me parfumer avec mes parfums, boire mon vin, ranger mes affaires dans les meubles que je crée. Pierre Cardin a même des cigarettes à son nom, fabriquées en Chine, mais il ne fume pas. Il est le seul couturier au monde à être propriétaire à 100% de ses marques. Et aujourd'hui, donc, Pierre Cardin nous reçoit dans son bureau dont les fenêtres donnent d'un côté sur le palais de l'Élysée et de l'autre sur le ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Se promener dans la mémoire de cet homme aux 1000 vies va être un moment rare. Bonjour Pierre Cardin. Bonjour. Et franchement, merci de nous accueillir dans ce bureau peuplé d'autant de souvenirs que de trophées. Un bureau que personne n'a le droit de ranger, paraît-il. Non, c'est seul moi-même. Non, car j'ai la mémoire du lieu et placer un objet quelque part ou un livre, je sais le retrouver immédiatement. Si c'est placé par ma secrétaire ou par quelqu'un d'autre, je n'arrive pas. Alors, cher Pierre Cardin, ce siècle, vous a tout donné, la gloire, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance. Mais vous dites, je suis l'employé de Pierre Cardin. Vous dites, je suis un ambitieux, pas un orgueilleux. Tout à fait. Je ne suis pas orgueilleux. J'ai eu beaucoup d'ambition dès le début de ma carrière. Je pense que si on n'a pas d'ambition, on n'a pas de but. Bien sûr. Et moi, j'en avais, c'était de réussir. Alors, votre empire, avant qu'il ne se démultiplie avec toutes sortes de licences, il a été bâti sur la mode. Or, avec malice, vous confiez, ce que j'aime dans la mode, elle n'est pas nécessaire, elle est utile. La mode, c'est donc une radiographie de la société. Elle donne en fait le pouls d'une civilisation, la mode. La mode donne le temps. Un homme nu ou une femme nue dans un désert. Qui est-il? À part la couleur de la peau, blanc, noir, il n'a pas d'identité. Il n'a pas d'identité. Et pas d'âge. Donc la mode n'est pas du tout un art mineur. Pas du tout. On l'a considérée jusqu'à présent comme un art mineur. Mais elle est très bien avantageusement. Elle est commerciale également. Bien sûr. La mode est utile, comme vous dites très justement, nécessaire, et en même temps, elle donne des joies, et peut-être même elle favorise les sentiments. Une femme dans une rue, seule, habillée d'une manière bizarre ou étrange, un regard peut se retourner sur elle et peut-être devenir la mère de ses enfants. Vous voyez les moyens que peut avoir la mode. Mais bien sûr. Jamais, pour créer, vous n'avez regardé le passé. Les robes bulles, les tissus thermoformés, les combinaisons de cosmonautes unisexes, les chasubles avec hublot, les collants noirs, les jupes cinétiques, le prêt-à-porter avant tout le monde en 1959, les logos, c'est fou, les premiers défilés pour hommes, et puis le commerce avec la Chine communiste dès le début des années 80, tout ça on vous le doit. Et même le New Look, Pierre Cardin, le fameux New Look attribué à Christian Dior, avec la veste bar. C'est vous, la première veste bar, qui a lancé le New Look, qui l'avait créé. C'est qui a fait le symbole de Dior, d'ailleurs. C'est vous qui l'avez créé en 47. C'est qui l'ai fait couper, cousu et presque porté. J'étais très mince et je pouvais même le porter. Mais alors, lorsque je donne cette liste, c'est impressionnant. Vous êtes un visionnaire, vous êtes un couturier ou vous êtes un inventeur? Moi, j'ai fait l'administration à la Croix-Rouge. J'ai travaillé à la Croix-Rouge française à Vichy pendant la guerre. Donc, j'ai en moi-même un côté businessman. Je travaillais beaucoup avec l'administration de la Croix-Rouge avec le général Verdier pendant la guerre. À l'époque, il y avait des Allemands à Vichy. On va l'évoquer, tout ça. C'est un bruit, on va en parler tout à l'heure. Bien sûr. Comment, à l'époque de la mondialisation, garde-t-on intact un empire bâti depuis 70 ans sur l'imaginaire d'une seule personne? Les 7 milliards et demi d'humains qui s'habillent en jean et en basket, ils ne vous découragent pas, vous, le créateur de mode? Non, évidemment, c'est loin de mon idéal. Moi, j'aime la création à l'état pur, avec le symbole d'une vérité qui personnalise une personne, ce qui n'est pas plus le cas maintenant. Mais nous sommes dans un temps où il faut accepter le présent. Et c'est ce que je fais en m'occupant de moi-même et pas des autres. Donc c'est 7 milliards et demi
d'être humain qui court tout autour de la planète en jeans Ne m'effraie pas. ne vous effraie pas. Non, pas du tout. Je suis allé de New-Zéland en Alaska, au Brésil, en Argentine, au Mexique, en Chine, au Japon, dans tous les pays asiatiques, dans toute l'Europe, dans toute l'Australie. Je suis allé partout sur la Terre. Vous avez toujours des projets, vous fourmillez toujours de Oui, projets. actuellement, je suis en train de créer un nouveau centre qui va s'appeler un centre culturel. Oui. Que sera ce centre culturel? C'est un centre culturel où tout sera tout réuni, tout ce que j'ai pu réaliser dans ma vie. Et c'est à Oudan. Alors ce sera Oudan, une ce sorte sera la de banlieue de Paris. planète à Oudan. Enfin, une planète, un lieu de rencontre avec tout de même un plan énorme. Voilà, tout ça est Pierre Cardin. C'est-à-dire qu'il y aura à la fois des hôtels, des boutiques, mais il y aura de la mode, donc des lieux de spectacle, la peinture, la sculpture, des musées. Des spectacles, j'en ai toujours fait. J'ai toujours fait des spectacles, je voulais être acteur au début. Oui. Donc le fait a tellement bien marché pour moi dans la mode que je ne pouvais pas quitter l'ombre. Donc aucun regret. J'ai aucun regret. De ne pas être monté sur scène. Pas du tout. J'ai fait un film avec Jeanne Moreau, malheureusement, qui nous a quittés. Donc ça a été ma compagne. Nous avons travaillé dans le cinéma et dans le théâtre également, dans la Chevauchée sur le lac de Constance, avec Gérard Depardieu et Samy Frey et Delphine Seyrig. Enfin, j'ai pénétré beaucoup le milieu du théâtre. J'ai travaillé dans tous les milieux en réalité. C'est le roman de votre vie, en fait, que l'on va dérouler cet après-midi. Cher Pierre Cardin, on fait une très courte pause et puis on vous retrouve tout de suite. Oui. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Han Solo débarque chez Leclerc. Leclerc. Tiens chérie, pour les enfants j'ai repris plein de pommes-potes chez Leclerc. Cool. Quand on peut faire plaisir avec en plus 30% de réduction. Ah, ok. Et c'est un produit partenaire de l'opération Star Wars avec des cartes Star Wars à collectionner. Du 2 au 12 mai chez Leclerc, le pack d'assortiment de 64 gourdes pommes-potes de materne sans sucre ajouté de 90 grammes chacune, avec 30% de réduction immédiate, est à 16,45 €, soit 2,86 € le kilo. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Star Wars revient chez Leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Qu'est-ce qu'il y a? Maman a rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Et j'ai noté l'heure sur un papier. Et tu l'as perdu. Ben voilà, c'est ça. Toi et tes petits bouts de papier, j'arrête pas d'en ramasser. La prochaine fois, note ces rendez-vous sur le site mylinemeilleursanté.fr. Leur calendrier en ligne est super pratique. mylinemeilleursanté.fr, tu dis. C'est ça. Ouais, je vais le noter sur un papier. Avec mylinemeilleursanté.fr, profitez de nombreux services en ligne pour vous aider à suivre la santé de vos proches au quotidien. Mylan, Mylan, une meilleure santé. pour un monde meilleur. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet. Cet homme est un bâtisseur qui s'est offert la planète. Pierre Cardin nous reçoit chez lui. Cher Pierre Cardin, vous êtes né Pietro Cardin dans un village de Vénitie, à 50 km de Venise, en 1922, dans la ferme familiale cernée, paraît-il, de vignes C'est à à l'époque, perte de vue. les cultivateurs étaient des seigneurs à l'époque. Oui. C'est pas comme les industriels d'aujourd'hui. Les gens qui avaient des terres, ils représentaient la puissance d'un village ou d'une ville. Votre père avait des terres Nous avions les nombreuses. glacières, nous avions les rivières, nous avions le sable, on avait les vins, on avait beaucoup de choses en Italie. C'est la guerre de 14 qui nous a ruinés. Mais vous avez donc Regardez. grandi, en fait, vous êtes né dans un domaine. Oui, nous avions même une église dans ma propriété. Alors c'est étonnant ce nom de Cardin pour un Vénitien. Cardin, Ça se prononce Cardine, mais latin, c'est pas latini, c'est latin, Cardin. parce qu'on pourrait imaginer une consonance française. C'est parce que nous le prononçons Toute à la la partie française. du nord de l'Italie a des noms de dissonance française. L'Italie du Nord, j'entends, près de l'Autriche. Alors vous êtes le dernier d'une famille de 6 Très enfants. nombreuse, oui. Voilà, votre maman avait 45 ans lorsqu'elle a accouché de vous. Et en 1922, les femmes n'étaient pas suivies comme aujourd'hui. Personne ne vous attendait ni ne vous espérait, le petit dernier de la famille. Non, je pense pas, c'est le hasard, sans doute, ou l'amour sûrement. À cause des batailles de la Grande Guerre qui avaient ravagé les vignes de vos parents, ceux-ci donc ont décidé d'émigrer en France où la xénophobie dont furent victimes d'ailleurs les Italiens dans les années 30 créa chez vous, on dit un furieux besoin de revanche sociale. Pierre Cardin, vous êtes parti en fait très tôt de Vénitie? C'est moi, j'avais 2 ans. 2 ans. 2 ans et j'ai pris le tunnel du Mont-Cenis et je me suis mis à hurler. J'avais 2 ans, n'est-ce pas? En hurlant, maman, papa, je parlais à peine. Je suis devenu aveugle, je ne vois plus rien. C'est parce qu'on était passé dans le tunnel et il n'y avait pas de lumière.
Et vous vous souvenez précisément de cela? Précisément. C'est la seule chose qui me reste avec un petit manteau qu'on m'avait acheté à la gare, une boutique de la gare, en mouton blanc. Comment vous est apparue la France après ce domaine vénitien? J'avais 2 ans, ça va 2 ans. Mais en grandissant, les premiers souvenirs que l'on se tricote, que l'on se fabrique vers 4, 5, 6 ans. J'ai toujours resté dans l'esprit dans ma vérité, italien d'origine. J'ai toujours eu cette émotion pour le peuple italien et pour le pays de l'Italie. Donc vous êtes décidément Je suis italien. un descendant de l'artiste. Alors, Pierre Cardin, j'aimerais qu'on commence en fait le récit hallucinant de votre vie, ce jour où, dans la France occupée, eh bien, vous avez eu l'idée folle, vous aviez 17 ans, de remonter du sud jusqu'à Paris à bicyclette en traversant la ligne de démarcation. Vous saviez que votre destin se jouerait à Paris et vous étiez prêt à tout pour changer de vie. Mais voilà qu'au pont de la ville de Moulins, des Allemands vous arrêtent. Oui. Que se passe-t-il? On m'arrête sur la route près de Moulins. Parce que je n'étais pas juif, n'est-ce pas? Et moi, j'étais libre, et puis je ne connaissais pas ces problèmes-là. J'avais 16 ans, 17 ans. Je voulais aller à Paris, tout simplement. Mon but... Vous n'aviez même pas de petite valise accrochée à la bicyclette? Une petite valise sur ma bicyclette pneu ballon. Oui. Vous aviez prévenu vos parents ou pas? Que mes parents m'avaient acheté à la manufacture d'armes ici, Saint-Étienne. Et j'étais fier de pouvoir, avec une espèce d'arrogance, même pas de fierté, d'arrogance, pour aller à Paris, pour aller travailler à Paris, chez quoi, j'en sais rien. Je verrais bien à 16 ans. On a beaucoup de tentations et on vous tente beaucoup. Oui. Alors je suis parti et puis les Allemands m'ont arrêté, ils m'ont regardé mon identité et ils m'ont mis dans un camion pendant toute la journée, un grand camion noir, fermé. Et j'ai perdu 3 kilos en un jour. Et j'ai pas pu aller travailler, parce que ça m'intriguait, ce bureau toujours noir en passant devant, à Vichy. Il y avait de la craie blanche qui maquillait une partie d'une fenêtre. Oui. Et j'ai regardé comme ça, et j'ai été happé par les 2 Allemands. Oui. Ils m'ont mis dans le camion, et là, ils m'ont laissé pendant toute la journée. Et vous êtes dit, mais que va-t-il m'arriver quand ils vont m'interroger? J'ai cru que je mourrais, quoi. Et puis, ils m'ont regardé les papiers, ils ont vu que j'étais catholique, ils m'ont lâché. Mais vous n'avez pas repris votre vélo pour continuer jusqu'à Paris? Ah non, j'ai fait demi-tour, je suis retourné à la Croix-Rouge française parce que je travaillais à la Red Cross à ce moment-là. Mais alors, là, vous allez un peu vite en besogne, cher Pierre Cardin, parce que sur le chemin de retour, il paraît que vous avez arrêté votre vélo à Vichy devant un magasin de vêtements particulièrement élégant. Voilà. Et là, par le plus total des hasards, vous avez rencontré une femme, Blanche Popina, une femme qui a scellé votre destin et vous a appris le métier de la couture. Mais c'est-à-dire, oui, je suis rentré dans cette maison qui s'appelait Régoli. Le propriétaire s'appelait Régoli. Par hasard? Oui, parce qu'il fallait que je vive. J'avais pas d'argent. Mes parents étaient des réfugiés, n'oubliez pas, qui ont tout perdu. Et il fallait que alors je vais rentrer, je vois ce beau magasin qui m'a... de mode surtout. Donc vous avez sonné? J'étais hanté par la visibilité de ces belles choses. Moi, j'avais un petit pantalon en gauche. J'étais le premier zazou du monde. Alors, quand vous avez sonné, donc, à la porte de ce magasin, vous espériez quoi? En fait, vous faire embaucher, mais comment? Écoutez, vous ne connaissiez rien à la couture à l'époque? J'ai dit, écoutez, voilà, je suis un petit réfugié qui vit à Paris. Je raconte mon histoire avec les Allemands arrêtés par Elmonial. Et j'ai besoin de travailler pour vivre parce que j'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez m'employer balayeur, ce que vous voulez? J'ai besoin de vivre. Parce que je veux rester à Vichy. C'est la capitale, Vichy, pendant la guerre. Bien sûr. Et Blanche Popina, finalement... Et Blanche elle m'a trouvé très sympathique. Elle m'a dit, écoutez, on va voir. Je vais demander au directeur. Et il m'a dit, mais oui, tout de suite. Ça ne veut rien de balayer d'abord. J'ai dit, mais bien sûr, n'importe quoi. Et il m'a mis dans l'atelier. Et à partir de là? J'ai vu défiler tous les Allemands, toutes les gens riches de Vichy pendant la guerre. Et tous les Allemands également qu'on habillait. Les gens avaient de l'attention pour moi. Quand ils me voyaient, ils avaient envie de me parler, comprenez-vous? Et comme ça, j'ai fait ma carrière à Vichy. Puis à la fin de la guerre... Mais vous avez appris à tailler, à couper, à coudre? Absolument. Pendant 3 ans. C'est la guerre. Alors, il paraît que pour vous faire échapper au travail obligatoire, décrété en février 1943, Pierre Cardin, cette jeune femme qui a été votre bonne fée, Blanche Popina, a réussi à vous placer à la Croix-Rouge, où vous avez été affecté à la trésorerie en tant que comptable. En fait, vous ne pouviez pas espérer mieux comme formation de futur gestionnaire. Auprès du général Verdier. Son nom était général Verdier. Et ils m'ont mis à la comptabilité,
qui a été pour moi une chance énorme parce que j'ai pu apprendre. J'apprenais assez vite. J'ai été placé dans un endroit où j'avais l'autorité mondiale de la politique et puis on me traitait comme un sauvé en somme. J'avais 16 ans, 17 ans et on m'a beaucoup aidé, je dois dire. Alors, vous avez appris la couture chez Blanche Popina et la magie des chiffres, vous l'avez appris donc en travaillant à la trésorerie de la Croix-Rouge. Alors, c'est là, en fait, à la Libération... Je mets une parenthèse parce que je voulais vous dire que là, pour Vichy, le propriétaire, quand il a vendu, Vichy, il est rentré à Paris. Il était parisien. Il m'a téléphoné pour me dire « J'ai tellement été sympathisé avec vous pendant Vichy. Est-ce que vous seriez désireux de racheter mon magasin ?» Le magasin Rigoli. Et je l'ai acheté. Et je suis devenu propriétaire du magasin où j'ai travaillé. À quel âge? J'avais 21 ans. Incroyable. Et vous aviez déjà, en fait, les fonds pour pouvoir l'acheter? Ils m'ont fait crédit. Alors, je continue de dérouler le fil. À la Libération, entre en scène un étonnant personnage qui va être déterminant dans votre histoire, Pierre Cardin. Cette femme, c'est une voyante qui connaît à Paris un certain monsieur Waltener qui pourrait vous introduire chez Paquin. Alors Paquin, c'est la plus grande maison de couture de l'époque. J'étais en 1000 employés. Voilà, donc avec l'adresse en poche de ce monsieur Waltener que vous avez donné cette voyante, et l'adresse était 82 rue du Faubourg Saint-Honoré, vous grimpez dans un camion à gazogène, direction Paris. Alors cette fois-ci, vous arrivez réellement à Paris. Le train. Vous prenez le train. J'ai pris le train. Alors, lorsque vous arrivez à Paris, vous cherchez cette fameuse adresse. Et il paraît que vous tombez, tout à fait par hasard, sur un monsieur et vous lui dites, racontez-nous. J'ai fait la rue Saint-Honoré. Je retourne encore Faubourg Saint-Honoré. Elle est longue, la rue Saint-Honoré. C'était rue Vivienne, c'est très loin. J'étais très, très fatigué d'abord. Et je ne connaissais pas Paris. Et je vois une ombre là-bas. Je vais voir ce monsieur. Je lui dis, pardon, monsieur, pourriez-vous me dire si le 82... donc qui est devant la grille du président, je précise. Oui. Mais il me regarde de manière très étonnée. Il me dit, mais qui cherchez-vous au 83? J'ai un de mes amis qui habite au 82 et je vais le rencontrer. Mais alors je raconte mon histoire de petit provincial. Il fait froid, j'ai pas vu mon viandox, j'arrive de Vichy, enfin, le petit idiot, quoi. Et comment s'appelle-t-il cet ami? Monsieur Waltener. Il me regarde dans les yeux. Il me dit, vous êtes sympathique, vous êtes menteur. Non. Car je suis monsieur Waltener et je ne vous connais pas. Mais on va prendre le viandox et on va faire connaissance. Vous lui avez expliqué que c'était la voyante, n'est-ce pas? Ah ben madame, vous avez dit, bien voilà, de vous adresser à lui. Et alors cet homme a fait en sorte de vous introduire chez Paquin. Et il m'a introduit chez Paquin, oui. Et il me dit, écoutez, vous êtes un petit menteur, mais ça n'a pas d'importance. C'est l'essentiel, c'est vous trouver un job. Je vous fais rentrer, si vous le voulez bien, chez Paquin. Et pendant qu'elle demande, on faisait les costumes de La Belle et la Bête. Cocteau. Alors j'ai rencontré Cocteau, Bérard, etc., toute la bande, Visconti, Camus, enfin tous les grands, quoi, Monterland. J'ai rencontré à 20 ans tous les grands. Et ils ont souhaité immédiatement travailler avec vous. Parce que je n'étais pas servi, j'étais servant. Voilà. Ils ont vu que moi je ne voulais pas profiter de leur nom. Servant, mais doué aussi. Ah, oui, alors, oui. qu'avez-vous appris chez Paquin, la plus grande maison de couture de l'époque? On faisait les costumes de La Belle et la Bête. J'ai les costumes ici. Mais alors, vous les avez dessinés, ces costumes? Non, c'est Bérard qui les a dessinés. C'est Bérard qui les a dessinés et vous les avez, en fait, réalisés, cousus? Marcel Escovier qui était l'assistant de Bérard. Donc j'ai travaillé tout de suite dans le top. Cocteau, Bérard et Dior. Après je rentrais chez Dior. Dior a ouvert sa maison, là. Et Dior a voulu vous avoir immédiatement au tout début de la création de sa maison. Philippe Perriat, qui est un académicien que vous avez peut-être connu, c'est par Philippe Perriat le départ. Lui, il était académicien. Et c'est par lui que je suis rentré par cette filière-là, à être sympathisé par eux.